Daredevil, Punisher est l'un des meilleurs films d'horreur depuis des années. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur les films et séries que j'ai vus récemment. C'est par ordre de visionnage et je vais évidemment pas parler des films que j'ai critiqués dans d'autres vidéos ou les films que j'ai vus pour préparer d'autres vidéos. Mais vous inquiétez pas, vous avez les timecodes dans la description et le commentaire épinglé. Il n'y aura pas de spoiler, sauf pour le film principal de la vidéo qui s'appelle Obsession. Mais même pour ce film-là, il y aura une partie sans et avec spoiler. Encore une fois, dans les timecodes, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire spoiler sans faire exprès. Et je mettrai la partie spoiler tout à la fin de la vidéo. J'attends d'avoir votre avis sur les commentaires et pensez bien à me suivre sur les plateformes type Letterboxd aussi. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VESTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou Anaconda. Sur Disney+, vous avez Zootopie 2 et Send Help dès cette semaine. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, c'est simple, même si vous avez un abonnement via Canal, connectez-vous avec le compte Canal sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir Marty Suprême ou Hurlevent et CyberGhost propose des serveurs dédiés pour optimiser le fonctionnement de chaque plateforme de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille de prendre un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple comme la Roumanie ou la Bulgarie. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire sans problème et ça marche sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi par exemple. Aujourd'hui, il y a même certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité et personne n'a envie de faire ça pour ce mortal le combat en paix. Donc utilisez un VPN et de même quand vous regardez certains films d'une manière bien précise, clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et vraiment tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec Le Diable s'habille en Prada 1. Je vais aller très vite sur ce genre de film parce que c'est des vieux films et j'ai pas grand chose à dire, mais je l'ai revu pour préparer à la critique du deuxième. Et en vrai, moi, c'est un film que j'aime bien, en réalité. C'est toujours un bon moment. J'aime bien l'énergie, un peu girly pop de l'œuvre, le côté rom-com, et en même temps, le sujet sérieux, qui est l'ambition, le prix de celle-ci, qu'est-ce qu'il faut sacrifier pour réussir, la quête d'identité, la culture toxique du travail, l'élitisme, le classisme, mais surtout l'importance de l'art dans la société. Donc franchement, ça reste un très bon moment en termes de mise en scène. Alors oui, c'est pas parfait, moralement c'est trop américain, avec quelques intrigues qui sont clairement moins prenantes, mais il s'amuse en termes de casting, tout le monde est à fond. Certes, la romance est pas bien et c'est la pire partie du film. Et oui, il y a des soucis parce que même si la mise en scène a une bonne énergie, c'est pas très inspiré, mais ça reste fun à regarder, justement grâce aux actrices qui s'éclatent et justement car c'est léger et que ça se regarde très bien. C'est facile à voir, revoir, c'est bien rythmé, donc c'était un petit plaisir à redécouvrir. Le 2 est moins bien évidemment, mais il est pas loin derrière non plus, quoi. Le 1... c'est bien, c'est classique, ça marque une génération, la nostalgie, tout ça, mais c'est pas non plus un film de fou, soyons tout à fait sincères et honnêtes. Et si on parle de film qui est pas fou, il faut parler de Hokum que j'ai absolument détesté. Hokum, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un film qui est sorti en salle, qui est quand même un sacré échec au box-office, mais grosso modo, c'est l'histoire d'un écrivain, mais vraiment un snob, connard, insupportable, qui va donc se réfugier dans un hôtel en Irlande pour écrire son bouquin, pour trouver l'inspiration. Et pour moi, c'est un véritable échec. Pourtant, j'avais bien aimé le film du réalisateur, le précédent, qui s'appelait Oddity. Mais alors là, c'est tout ce que je déteste dans le cinéma d'horreur. Pour moi, il n'y a rien qui va de ce point de vue-là. C'est des thématiques en théorie originales, sur l'horreur adaptée à des mythes et des traumas irlandais, mais c'est complètement américanisé de une, avec un enchaînement de jumpscares et de séquences pas flippantes l'une après l'autre, sans aucune surprise. C'est un enfer à regarder, et l'ambiance est tellement à côté de la plaque, je trouve. Elle n'est pas du tout pesante, elle n'est pas du tout marquante. Ça fait penser à Chambre 1408, vous savez, qui est un film de merde, mais pour le coup, Chambre 1408, à côté, c'est un chef-d'œuvre. Là, franchement... quel enfer, mais tout le film, quel enfer, j'ai détesté l'ambiance, j'étais pas du tout immergé dans le film, j'étais pas immergé dans l'œuvre de manière générale. Son inspiration, franchement, côté Shining et tous les films d'hôtel évidemment, fait que ce film-là, on dirait une copie très cheap, maladroite, inintéressante au possible, et tous ces personnages, clichés,
sans émotion, tu ne ressens rien, ils essaient de faire des twists à la con insupportables, avoir des monstres de temps en temps, des jumpscares, pour moi c'est un ratage total, une petite bouse que pour le coup j'ai déjà oublié, donc passez votre chemin, ça ne vaut pas le détour, ça ne vaut pas l'intérêt que vous pourriez porter à ce genre de film, construisez-vous sur d'autres œuvres de manière générale. Après oui, merci à Jokers de m'avoir envoyé le lien de visionnage, hein. Je sais pas s'ils vont le refaire par la suite, mais en tout cas voilà, pour moi c'est un énorme échec, aucun intérêt de perdre son temps avec ce film, c'est l'un des pires films d'horreur que vous allez voir, et franchement quand vous regardez les autres films de cette vidéo, surtout le film d'horreur de la vidéo, bah autant le voir lui que ça, qui est franchement l'un des pires que j'ai vu. Pourtant, Oddity, honnêtement, il y avait des trucs sympas, surtout le jumpscare, il y avait un jumpscare dans Oddity qui était incroyable, là, il n'y a rien de tout ça, c'est pour moi un désastre, donc je ne peux pas vous le conseiller. Ensuite, juste un petit mot sur Alice au Pays des Colons, c'est un film produit par Blast, qui est sorti dans pas mal de salles, surtout à Paris, mais aussi, je crois, un peu en dehors d'Île-de-France, et ça raconte l'histoire d'une femme, Alice, qui est de nationalité israélienne, chose qui est assez rare, mais ça arrive, qui veut quand même empêcher les colons de prendre sa terre, de prendre tout simplement ses biens, sa propriété. Donc c'est un documentaire qui est intéressant parce qu'elle est dans une position rare qui fait que légalement elle est quand même un petit peu protégée, mais qu'il ne la sauve pas des colons israéliens qui sont en train de raser premièrement forcément la Palestine, qui sont en train de commettre un génocide et surtout qui sont en train de coloniser les terres en volant tout ça. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté forcément reportage, documentaire de là où on suit cette femme, mais surtout la réaction des Israéliens et des jeunes, quoi. On voit le bourrage de crâne, on voit la propagande, on voit la déshumanisation de beaucoup de personnes et c'est assez tragique de ce point de vue-là. Donc si un jour il sort, je sais pas, en Blu-ray ou en VOD et tout, n'hésitez pas. S'il est encore en salle, je pense que c'est très intéressant. Voilà, c'est le genre d'histoire qu'il faut voir. C'est le genre d'histoire qu'il faut comprendre et comprendre à quel point la situation est grave et dramatique. Donc je vous le conseille, c'est une œuvre vraiment intéressante de ce point de vue-là. Sinon, j'ai enfin rattrapé le Pixar, et oui, Jumpers ou Hoppers en version originale, qui raconte l'histoire d'une jeune activiste qui va rentrer dans le corps d'un castor en mode avatar afin d'empêcher la construction d'une nouvelle autoroute qui va détruire tout un écosystème. Et honnêtement, c'était très sympa, très mignon. Alors oui, en effet, c'est une grosse inspiration d'Avatar parce qu'il faut être dans une sorte de machine pour ensuite rentrer dans le corps d'un castor et donc vivre et comprendre la vie comme un castor, c'est assumé. Mais du coup, tu découvres un nouveau monde, les animaux de la forêt. Ça reste assez inventif, je trouve, pour un film d'animation. Ça joue beaucoup sur les décors, ça joue beaucoup sur la faune. Il joue clairement avec nos attentes aussi sur les possibilités d'action. Majoritairement, il y a beaucoup d'action quand même, je trouve, dans l'œuvre. Et aussi de comédie et de drame par rapport aux caractéristiques des animaux. En fait, les animaux, tu dis, ok, ils peuvent faire ça, mais pas ça. Et en fait, ils vont complètement jouer sur ça en faisant des mélanges d'animaux assez rigolos, surtout avec un requin, c'est assez marrant ce qu'ils font. Du coup, ils vont prendre nos attentes, ils vont les surpasser et ça va créer des séquences assez fun de ce point de vue-là. Et c'est classique Pixar Disney. C'est un rite initiatique qui va parler d'identité, mais aussi forcément d'écologie. Comment et pourquoi l'être humain impacte son environnement, quel intérêt au final pour l'économie, pour la popularité, pour la politique, comment bien faire son travail aussi d'activiste en réalité, en s'opposant à ces politiques, quelles sont les limites de l'activisme, légal, pas légal, est-ce qu'il faut faire de l'écoterrorisme, ce genre de choses. Ça va tacler évidemment aussi les méfaits de la technologie, mais aussi ça va parler de famille, ça va parler de chagrin, d'héritage. Franchement, ça a pas mal de petites idées très sympathiques, très mignonnes. C'est pas le meilleur Pixar, hein, d'accord, mais il est touchant, il est efficace. Il y a pas mal de scènes que je trouve assez mémorables par rapport à des animaux, encore une fois, par rapport à des petits moments comme ça surprenants. Donc c'est appréciable, c'est rigolo. Voilà, les sujets sont très bateaux, la morale est très simple et bon, très américaine aussi, mais ça fait le taf, ça se regarde bien et c'est un bon Pixar qui mérite, je pense, son succès aussi parce qu'il a plutôt bien marché au final. Donc oui, je pense que je peux le conseiller pour ceux qui veulent voir un film familial, un petit peu écolo comme ça entre guillemets. Voilà, c'est sympa, sans être le film le plus marquant de l'année. Ensuite, j'ai vu Compartiment numéro 6. C'est le film préféré du maire de Toulouse, en tout cas dans mon cœur évidemment. C'est François Picmal qui avait fait, vous savez, son top 5 sur TikTok et Instagram. Et il voulait que je commente et j'avais pas vu son top 1. Du coup, j'ai découvert, c'est Compartiment numéro 6 donc. Et il a bon goût, en fait. Compartiment numéro 6, en fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui souhaite visiter des sortes d'anciens artefacts, pierres, des pétroglyphes. Ça s'appelle Au nord de la Russie, dans le cercle arctique. Donc c'est vraiment au nord-ouest, à côté de la Finlande, en prenant un train depuis Moscou. En fait, elle habite avec sa copine à Moscou et voilà, et elles avaient prévu ce voyage ensemble, sauf que malheureusement sa copine ne peut pas venir avec elle. Elle y va toute seule. Et justement, dans ce train, elle va partager sa couchette avec un Russe agressif, macho, qui va l'embêter. Mais la relation va pas aller dans la direction dans laquelle vous pensez et ça va vraiment surprendre de ce point de vue-là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est le mec qui joue dans Anora, évidemment. Voilà, il joue toujours le mec un peu macho, sensible et c'est un peu ça ici aussi. Et c'est un film, du coup, avec cette allégorie du train sur la solitude.
voilà, sur le besoin de connexion humaine. La protagoniste, elle s'est faite abandonner en réalité par sa copine qui potentiellement la trompe, qui a pas voulu venir avec elle. Elle est seule, elle part en vacances, alors que c'est à la base un voyage de couple, mais là elle est toute seule, elle se sent ignorée dans un monde qui est pas le sien, parce qu'elle elle est immigrée finlandaise en Russie, elle est là pour l'amour, pour le travail, elle parle la langue, mais pas parfaitement non plus, donc elles se sont seules, quoi. Donc elle est aussi en quête d'identité, et le voyage, ça va vraiment symboliser son parcours psychologique, mais aussi la société, pour le coup patriarcale, qui va exclure les femmes en difficulté, parce qu'au début avec ce mec-là, bah, ça se passe mal, quoi. Le mec, limite, il fait de l'agression sexuelle, elle va voir une femme qui va pas du tout l'aider, elle est là, toute seule, elle se débrouille, elle est triste aussi d'être seule dans ce voyage, alors que c'est un voyage de couple à la base, donc elle va vraiment être exclue, se sentir de plus en plus seule, elle va avoir besoin de connexion humaine, et ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment le symbole du train, ce long voyage, qui est un voyage intérieur évidemment avant tout, mais c'est aussi un voyage physique, et c'est un peu limite un film d'aventure de ce point de vue-là, et ça qui est marquant, c'est qu'en fait ça représente la liberté, le train, le voyage, mais là elle se sent emprisonnée, elle se sent claustrophobique, elle se sent vraiment coincée plus qu'autre chose, et c'est ça l'histoire. Je trouve que c'est vraiment bien. Je vais pas trop en révéler non plus parce qu'il y a pas mal de surprises qui sont bien, qui sont touchantes, et je les aime bien. Donc franchement, il y a des séquences avec des personnages qui sont vraiment réussis, qui sont vraiment, je pense sincèrement, touchantes, qui sont mémorables. Il y a cette confrontation entre la chaleur du train, mais paradoxalement c'est aussi une prison, et en même temps le froid extérieur qui symbolise la liberté, mais en même temps bah, c'est tellement grand et vaste qu'on se sent en même temps emprisonné. C'est très particulier, c'est très réussi. Il y a un truc sur le passé, le présent, comment avancer, surtout bah, ces fameuses pierres qu'elle veut visiter, c'est un symbole du passé, quoi. C'est une œuvre voilà, limite d'archéologue, et ça qui est intéressant, c'est comment elle va vivre ce rite initiatique aussi d'un certain point de vue, cette crise existentielle plutôt que rite initiatique, et c'est une quête de vieux objets dans l'Arctique, un endroit froid aussi, mais en même temps c'est un voyage chaleureux mais froid à la fois. Là, c'est ça qui est génial, ça qui est bien. Il y a beaucoup d'idées, l'acting il est super authentique, franchement en termes de mise en scène c'est top. Il y a plein de moments où tu dis ok, ça c'est intéressant par rapport au sentiment que je veux ressentir, le cadre ça va vraiment symboliser ce qu'elle vit aussi. Il y a des surprises par rapport à des personnages qui sont vraiment bien, qui jouent sur des clichés et qui vont aller dans une direction surprenante. Donc franchement, c'est un petit bijou que j'ai beaucoup aimé. Donc oui, François Pickman a très bon goût, et je ne peux que conseiller l'œuvre si on ne l'avait pas vu, parce que c'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai envie de parler d'un film Disney+, qui est moins bien, mais je l'ai vu rapidement quand même, parce que je voulais regarder un truc léger et court. C'était donc ce film Mike and Nick and Alice, qui est donc un film qui avait de bons retours, et je l'ai regardé, et en effet, bah oui, c'est sympathique. En fait, c'est un film de voyage dans le temps. En gros, c'est un monde de mafieux, il n'y a que des mafieux dans l'œuvre, dans lequel Vince Vaughn, qui interprète Nick, doit sauver la vie de Vince Vaughn, qui est aussi Nick, encore une fois, avec l'aide de Mike, qui est accusé à tort de trahison, et Alice qui trompe Nick avec Mike, sauf que du coup, il y a deux Nick, elle trompe les deux techniquement, mais il y en a un qui vient du futur pour sauver l'ancien, bref, c'est tout un bordel. Ça fait très Tarantino du pauvre, avec les discussions random sur des séries genre Gilmore Girls, pour symboliser un peu les relations entre personnages, et c'est toujours des personnages en couleur, c'est exagéré en termes d'acting, ils en font des caisses et tout, mais je trouve que ça fonctionne parce qu'en fait il y a un rythme et il y a des idées de mise en scène. Je veux dire, oui, c'est très tape à l'œil, oui, ça en fait des caisses constamment, mais le film veut surprendre. Oui, le film est bien car c'est une comédie d'action assumée et fun, avec des utilisations de musique que je trouve assez réussies. La BO, la playlist est vraiment bien, et ça joue avec la mise en scène par rapport à la musique, le rythme, le cadrage et tout, mais oui, c'est un Tarantino du pauvre, disons les choses. Mais moi j'aime bien en fait les films comme ça, qui se prennent pas trop au sérieux, mais un petit peu quand même, qui font pas que de la merde en termes de mise en scène, qui tentent des choses. Alors oui, ça divise, il y a des gens qui aiment pas ce côté second degré, mais en même temps c'est bien fait, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est que les acteurs ils sont à fond, ils prennent le projet au sérieux, ils savent qu'ils jouent dans un petit truc sympathique sans plus. En fait, ça n'a pas de prétention à être incroyable. Alors oui, les gens vont détester ça parce qu'il y a des films qui devraient être prétentieux en réalité, mais celui-ci, c'est pas le cas. Et oui, voilà, ça parle d'acteurs et de personnages qui s'amusent tout le long d'une nuit remplie d'infidélité assez mature, d'amitié masculine, de trahison, de masculinité toxique qui est évidemment punie. Bon, franchement, sur Disney+, ça se regarde bien, c'est cool, et c'est un plaisir musical, comique, sympa, sur la rédemption, sur les regrets, et il y a plein d'actions, et des acteurs qui font n'importe quoi. Voilà, c'est rigolo, sans plus. J'ai pas été transcendé, mais ça se regarde et c'est divertissant. Maintenant, j'ai envie de parler évidemment de Daredevil saison 2, Daredevil Born Again, techniquement la 5e saison, mais bon, c'est aussi techniquement la saison 2 parce que c'est une nouvelle série, et plus personne regarde Daredevil saison 2, genre tout le monde a quitté le navire, hein, parce que la saison 1 n'était pas dingue pour le coup, et à la base je voulais pas regarder non plus, mais le retour était plutôt positif, je me suis dit vas-y, je vais regarder, pourquoi pas, j'étais curieux de la qualité. Maintenant que la série n'allait juste plus être un Frankenstein d'un reboot foiré qu'ils ont annulé, et ils ont mis des épisodes bout à bout, non, là ils ont fait la série pour de vrai, de A à Z, et je me suis dit ok, pourquoi pas le concept de Fisk, maire autoritaire de New York, peut-être c'est une bonne idée. C'est l'opposé même, littéralement, de ce qui se passe à New York en ce moment. Et le rapprochement politique avec les USA de Trump pourrait être pas mal.
Et je vais être honnête, je vais commencer avec les scènes d'action. Je trouve qu'il y a un problème avec les scènes d'action aujourd'hui, et c'est pas forcément la qualité en soi, mais c'est juste que je les ai trouvées sympas. Il y a clairement un travail de chorégraphie, la mise en scène, bon, c'est aléatoire. Parfois, il y a des idées, parfois, c'est circuité au montage, parfois, on voit pas bien ce qui se passe. Il y a des problèmes de photographie, les cascadeurs sont moins impliqués. Bon, il y a des trucs un peu illisibles. Tu vois que c'est plusieurs équipes qui ont bossé sur les chorégraphies et parfois c'était rushé et parfois ils n'ont pas pu se coordonner comme il faut. T'as des scènes d'action obligatoires dans tous les épisodes, mais il y en a clairement qui sont meilleurs que d'autres. Bref, c'est quand même assez inégal. Ça manque de profondeur, c'est clair. L'éclairage n'est pas toujours dingue. Bref, c'est pas fou. Mais il y a des séquences sympas pour le coup. On va ressentir l'impact des coups, on va admirer le travail sur le son parce qu'ils vont beaucoup plus bosser ça parce que Daredevil ne voit pas. Pour le coup, il y a pas mal d'idées de mise en scène par rapport à ça, il y a moins d'effets spéciaux discutables par rapport à la première saison, il y a plus de practical, il y a plus d'action, il y a plus d'enjeux. D'ailleurs, assez souvent dans les scènes d'action, mine de rien, franchement, c'est sympa. Voilà, c'est inégal, ok, mais c'est sympa, ça se regarde bien. Je suis devenu un peu hermétique aux scènes d'action de Daredevil, il n'y a plus rien qui m'impacte. Honnêtement, je ressens plus rien du tout. Genre, objectivement, ça va, mais je ne ressens plus rien, quoi. Franchement, la série, pour moi, elle n'a plus aucun impact en termes d'action, il n'y a plus rien qui m'impressionne, il n'y a plus rien qui me donne vraiment envie de la regarder pour l'action non plus, contrairement à Punisher, on va en parler dans quelques secondes, mais franchement, vu que c'est inégal, vu que ça reste globalement sympa, je peux pas dire que c'est nul quoi, mais je suis devenu complètement hermétique et je ne ressens plus rien par rapport à ça. Pourtant, même la photo, alors pas toujours dans les scènes d'action encore une fois, mais elle est meilleure comparée à la première saison. Il y a plus de profondeur dans certaines séquences de dialogue, plus de travail sur l'aspect religieux visuellement, et quelques séquences toujours trop grises, trop bleues, quelques décors moches, et tu sens que parfois il y a juste pas de thunes, ce qui est bizarre parce que Daredevil c'est quand même une grosse série Disney+. Oui, c'est une amélioration sur tous les points par rapport à la première saison, ça c'est clair. Mais c'est pas incroyablement mise en scène non plus quoi, c'est des champs contre champs et puis basta, c'est juste des scènes d'action qui envoient plus de mise en scène, mais sinon c'est quasiment la même chose. On n'est pas au niveau de la qualité de Netflix, Netflix reste supérieur par rapport à Daredevil, par rapport à Disney+, mais il y a un travail quoi, je dis pas que c'est vide, je dis pas qu'ils ont pas tenté, je dis pas que c'est éclairé bêtement comme beaucoup de séries, il y a un travail, ils ont tenté des choses, je pourrais pas donner 1000 exemples de scènes intéressantes, mais au moins c'est pas dégueulasse à regarder non plus. C'est pas mal quoi, c'est juste que globalement le reste je trouve que ne suit pas du tout. Fisk, j'avoue que j'en ai fait une overdose, hein, c'est la 5e saison avec lui en méchant principal, évidemment là il joue la caricature qui est surpuissante dans la MCU, c'est marrant parce que dans la MCU il est grave boosté par rapport au reste de la série de manière générale, c'est un Trump dictateur classique, mais en même temps voilà c'est la critique américaine, il a une police secrète, une milice en mode ICE. Il voit justement tout le gouvernement qui essaie de s'opposer à lui, mais le pays n'arrive pas vraiment à intervenir et ça les arrange un peu qu'il soit le maire fasciste, un peu comme ça. Donc il y a pas mal de trucs qui sont un peu intelligents, un peu réfléchis par rapport à la critique et la satire politique, le côté deep state, manipulation, mensonge. Oui, c'est lourdingue, oui, c'est pas subtil, oui, c'est ok à voir dans un Marvel, mais bon, c'est mélangé à toutes ces histoires de mafia, de gangsters. Je suis moins investi quand ça parlait de sa femme. L'arc narratif avec elle, moi franchement j'en avais vraiment rien à faire pour le coup, je trouve que c'est moins marquant et je pense qu'ils devraient arrêter de le rendre un peu sympathique quoi. Ils veulent en faire une sorte d'anti-héros et ça m'intéresse plus. Franchement je suis à un stade où Fisk m'intéresse plus du tout, je suis tellement passé à autre chose il y a tellement longtemps que là je la regarde, je me dis en fait la série elle est intéressée par lui plus que Daredevil ou les autres personnages et pourtant moi ça fait 5 saisons que j'en ai plus rien à foutre, j'exagère quand je dis 5 saisons, mais franchement on est en boucle sur Fisk, c'est répétitif à mort. Qu'est-ce qu'ils vont encore raconter quoi. Et là le fait que ce soit un maire fasciste, dictateur, ça change pas grand chose à son arc narratif, à son personnage, c'est pas beaucoup plus intéressant, mais je vais pas non plus enlever des points parce que la série essaye littéralement. C'est juste que pour moi, franchement, je ne ressens plus rien et je m'en fiche. L'aspect média est pas mal, en fait, il y a tout un aspect où il y a des gens qui vont imiter Fisk, qui vont faire des caricatures, ils vont créer une sorte de résistance, il y aura des taupes, il y aura un débat sur l'intégrité journalistique et même des avocats. D'ailleurs, sur la morale, il y aura des moqueries, la liberté d'expression, ce genre de choses. Il y a un arc narratif plutôt cool sur la loyauté, sur l'amour, sur cette fameuse morale. Il y a des symboles qui sont créés par rapport à Daredevil, par rapport à la censure, par rapport à l'autorité. Gandolfini, le fils de James Gandolfini, est vraiment pas mal dans la série aussi. Il a un arc qui je trouvais assez satisfaisant, surtout dans sa conclusion. Il y a des choses qui sont cool par rapport à ça, qui sont d'actualité aussi. Mon vrai souci, en fait, il vient du nombre d'intrigues, dont j'en ai vraiment rien à faire encore une fois. Fisk, bon, ça allait parce qu'objectivement, il tente des choses et pourquoi pas. Mais il y a toute une intrigue avec une psy que franchement, j'ai trouvé inintéressant possible. Je voulais limite skip toutes les séquences. Fisk et sa femme, je vous l'ai dit, j'en pouvais plus. Il n'y a pas assez d'intrigue avec les habitants. Pourtant, parfois, ils essayent d'avoir des trucs, mais c'est pas assez développé. C'est beaucoup trop long. Franchement, t'aurais pu mettre ça en 6 épisodes, c'était plié. C'est pas toujours nouveau, c'est un peu répétitif. On est en boucle, toujours la même chose. Surtout, alors, Daredevil et Karen. Karen,
insupportable, quoi. Non, pas le personnage et tout, mais la relation, il n'y a aucune alchimie entre les deux. Pourtant, ils sont amoureux dans cette saison, ils sont ensemble. Jessica Jones, pour moi, c'est un gâchis comme pas possible. Elle avait peut-être l'une des meilleures séries Netflix avec la première saison, et là, elle sert pas à rien, parce qu'elle est là, présente et tout, mais j'ai tellement trouvé ça recyclé, j'ai tellement pas trouvé le trio Karen, Jessica Jones, Daredevil fort. C'était un ennui pour moi de ce point de vue-là. Il n'y a rien de vraiment nouveau, de fraîcheur, d'alchimie. L'un des meilleurs épisodes, c'est l'épisode avec Foggy, le flashback, qui est le plus marquant parce que ça va parler de cette morale. Il y aura une vraie alchimie avec justement Matt. Il y a un pardon chrétien et c'est une idée par rapport à ça. Et ça fonctionne avec Bullseye aussi. Bullseye, c'est un vent de fraîcheur parce que c'est un peu un antagoniste pour le coup, mais il devient un peu allié de Matt, mais pas non plus totalement. Il y a un truc, quoi. Il y a un peu une vibe comme avec Frank Castle à l'époque, avec sa morale à lui, la morale de Matt, la relation, comment ils rebondissent les uns sur les autres. Bon, il y a des fulgurances, disons les choses, tout de même, hein, il y a des trucs vraiment sympas, et en action, et en dialogue, et en personnage, mais il y a trop d'intrigues, quoi. Encore une fois, fallait pas faire autant d'arc narratif, fallait se focus sur certaines séquences, là, il y a trop de personnages, c'est vraiment le bordel, ça raconte pas toujours quelque chose que je trouve, moi, passionnant, j'ai l'impression de perdre mon temps, quoi. Je me dis, je suis un adulte et je regarde Daredevil, j'ai l'impression de perdre mon temps, les gens m'ont dit que c'était bien, ouais, mais en fait, si c'était 6 épisodes, c'était plus clean, moins à rallonge et ça aurait été bien mieux. Et aujourd'hui, c'est le genre de série qui tourne en rond, qui a plus d'idées et c'est plus quoi raconter. C'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est pas mauvais, c'est passable. Ça se regarde bien, justement, grâce à ces fulgurances. L'épisode 4, il est assez marquant par rapport à ça parce qu'il y a des idées de mise en scène, il tente des choses. Mais il y a une séquence au tribunal, j'ai pas envie de spoiler. Franchement, je trouve que c'était du Marvel du pauvre, quoi. Et ça veut dire quelque chose, comme Marvel du pauvre. Du fake Iron Man, de Wish, ce genre de choses. Ça marchait pas autant que ça aurait dû, je pense. La série est meilleure, je trouve, quand ça parle d'avocats plutôt que de super-héros, mais oui, la fin reste plutôt réussie, même si on sent pas vraiment l'ébullition de la ville. Bon, franchement, Daredevil saison 2, vous pouvez passer à côté, quoi. C'est pas un must, c'est pas une série de fous, c'est pas une saison de fous. Si vous la regardez pas, vous n'allez rien louper, et je sais même pas si je regarderai la saison 3, je vais attendre les retours et tout, mais la saison 3, peut-être avec le retour, justement, des Defenders, peut-être, mais je suis plus du tout intéressé. Contrairement à, pour le coup, je dirais Punisher, qui, au fait, si vous le savez pas, a sorti un épisode spécial hier, un épisode de 50 minutes, techniquement avec le générique, c'est genre 45 minutes, un truc comme ça, qui va se concentrer sur les traumas de Frank Castle, le cycle de la violence, au fait, le fait de constamment vouloir se venger, qui va créer encore plus de vengeance et encore plus de violence. Plein de gens vont vouloir lui faire la peau, et c'est juste une excuse pour avoir 20 minutes d'action. Donc en fait, la moitié de l'épisode, c'est full action. Et ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça se passe durant la saison 2 de Daredevil. Donc c'est l'anarchie un peu dans la rue. C'est littéralement un monde sans foi ni loi, un monde presque pré-apocalyptique. Et c'est assez fun à voir parce qu'en fait, c'est l'équivalent d'avoir des Frank Castle partout. C'est des Frank un peu débridés, qui font des choses horribles, qui vont tuer des chiens, qui vont buter des gens, agresser des types dans la rue et tout. Et en même temps, Frank, il sera torturé par les démons du passé, quoi. C'est un peu Boys Afraid. Vous savez, Boys Afraid, il est un peu anxieux, il n'aime pas le monde extérieur. C'est un peu ça, en mode littéralement Punisher et Daredevil, vibe Daredevil en tout cas. Et c'est pas mal comme idée, et surtout qu'en fait, c'est certes une redite des traumas, le mec constamment dans le passé, il n'arrive pas à passer à autre chose, sa famille et tout, il doit se venger. Et en même temps, c'est une excuse pour de la baston. Et même si l'histoire de Frank et tout n'est pas la plus fascinante, en fait, la baston est plutôt bien travaillée pour une série télé. C'est même le but de l'épisode, encore une fois. Il y a un vrai travail sur les décors. Il y a cette fois-ci toute la ville qui est mise en avant avec, du feu par exemple, avec les chambres qui sont utilisées, la cuisine, les toits, les balcons. Tout est une arme pour le coup. Chaque endroit peut être une chute pour un personnage. Il y a beaucoup de figurants, de cascadeurs et tout. Oui, il y a une séquence qui passe beaucoup sur les réseaux, très laide. J'en parlerai peut-être en format vertical. Mais au fait, on dirait que c'est du full CGI ou de l'IA. Mais au fait, c'est juste un cascadeur qui a été utilisé. Il a des mouvements bizarres et son visage a été remplacé par celui de Frank. Forcément, donc c'est très bizarre. Vous savez de quoi je parle. Je pense qu'on l'a vu tourner sur les réseaux. Mais globalement, franchement, c'est généreux, quoi. Il s'éclate avec. C'est de l'action non-stop pendant 20 minutes. Ça va utiliser toutes les armes possibles. Des guns, des couteaux, le corps à corps. C'est clairement fait par des cascadeurs professionnels qui savent filmer de l'action. Tout est clean au montage, on comprend tout. Ils sont donnés à fond, c'est satisfaisant. J'ai jamais perdu. Grosse vibe évidemment. The Raid, Gangs of London, la série télé d'action John Wick avec ce fameux gun fou. Ça essaie de surprendre aussi, ça essaie d'aller vraiment dans l'extrême avec la violence, la brutalité. C'est de loin l'œuvre du MCU la plus sanguinaire. Mais bon, John Bernthal, c'est vrai qu'il s'éclate, quoi. Il s'éclate avec la physicalité, il s'éclate à être un peu drôle pour le coup. Ça fait apparaître des fantômes du passé, de lui-même qui se fait apparaître à certains moments. Il y a un enjeu émotionnel avec certains personnages. En termes de photos, c'est assez solide, il y a de bons contrastes, ils ont bien bossé ça. C'est pas du foutage de gueule. Franchement, ça se regarde, c'est divertissant. C'est plutôt bien fait, il sait où positionner la caméra pour créer quelque chose, un peu d'émotion. C'est efficace, c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de narration visuelle et très peu de dialogue pour le coup, donc c'est limite un moyen métrage, quoi, plus qu'une série télé.
c'est cool. Voilà, un peu d'émotion aussi, ça se regarde plutôt bien, donc ça je peux le conseiller. Mais l'œuvre que je veux conseiller, l'œuvre la plus marquante évidemment de cette vidéo, c'est Obsession. Obsession, c'est vraiment une tuerie, je vais peut-être même passer comme ça pour parler d'Obsession. Obsession, c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs films de l'année pour l'instant, c'est un film qui va beaucoup faire parler de lui, croyez-moi, il est sorti en salle hier, il va rentrer dans le top des films de l'année pour beaucoup de personnes, l'un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années, c'est sûr. Je pense que c'est mon film d'horreur préféré depuis Barbare, et Barbare était le plus flippant jusqu'à Obsession. Genre les deux, Barbare c'est flippant au début, Obsession c'est un peu flippant tout le long, c'est rare que j'ai peur entre guillemets devant un film d'horreur, c'est rare que je sois mal à l'aise, que je sois dérangé et tout, mais là, je vais faire une partie sans spoiler et ensuite une partie avec spoiler, mais là je me suis vraiment un petit peu chié dessus. C'était vraiment très cool à voir en salle et j'ai envie de vous motiver à le voir en salle parce que ça c'est un film de cinéma aussi. Il faut le voir en salle et vivre cette séance de cinéma avec plein de monde. En gros, Obsession, c'est l'histoire d'un gars, un sale loser, un incel gênant, pathétique, qui est follement amoureux d'une fille qui lui correspond mais pas du tout quoi. Elle est pas du tout intéressée, elle la friendzone depuis longtemps, mais lui a des sentiments pour elle et veut lui avouer. C'est ça le but quoi. Il veut vraiment lui dire je t'aime. Le problème c'est que ça se passe pas du tout comme prévu et il décide de faire un vœu suite à un achat dans une sorte de boutique un peu mystique et ce vœu est qu'elle devienne follement amoureuse de lui. C'est pas ça exactement, je vous laisserai voir le film pour avoir la définition même du vœu qu'il va prononcer, mais en tout cas ça va faire à peu près ça quoi. La meuf va devenir mais complètement obsédée par lui comme le titre l'indique, au point qu'il dépasse l'entendement quoi. Je veux dire, il y a un moment, elle va faire des choses de plus en plus horribles. Et ça qui va être intéressant, c'est que c'est clairement une critique évidemment de cette communauté incel, ces gens qui n'ont aucune confiance en eux, ces gens qui sont des losers, qui pensent que les femmes leur sont dues de manière générale, les mécanismes du grooming, comment en fait ils vont vivre ensemble, comment il va la manipuler. Et c'est l'intérêt du film. En fait, techniquement, c'est lui qui va séquestrer cette femme via ce vœu. C'est lui le méchant en théorie. Mais narrativement, la personne un peu dégénérée, un peu folle, et l'antagoniste, techniquement, c'est la femme. Donc c'est très particulier à suivre car le protagoniste est techniquement le méchant, et c'est elle la victime, mais c'est elle qui va faire les choses les plus violentes, les plus horribles, c'est elle qui va vraiment faire peur. Et c'est la critique, en fait, des femmes qui sont considérées comme folles, comme méchantes, comme mauvaises, alors qu'en réalité, c'est la faute de leur mec qui leur fait du mal depuis très très longtemps. Donc il y a un vrai détournement de la rom-com classique et du film de couple pour créer quelque chose face auquel on ressent des émotions contradictoires. C'est ça la grande qualité du film, c'est le rapport de force entre les deux. Et puis l'autre truc, c'est le malaise que ça installe. Pour le coup, tout le monde le remarque, qui profite d'elle. Hein. Ils savent pas qu'il y a un vœu. Les gens autour de lui, personne ne croit au vœu. En fait, c'est pas un monde fantastique. Personne ne croit à ce vœu qui est devenu un peu lugubre, quoi. Non, ils voient juste que ce mec profite d'elle parce qu'elle va pas bien, parce qu'elle est différente, parce qu'il se passe des choses et tout. Et en vrai, c'est ça. C'est une allégorie d'un vieux type de merde qui profite de la vulnérabilité d'une femme. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il fait un peu pitié, ce mec-là. Donc t'as un peu d'affection pour lui aussi. Pas au point de le tuer, pas au point de le faire du mal, de le torturer ou quoi, mais t'as un peu d'affection et t'as juste envie qu'il change, qu'il évolue, qu'il passe un peu à autre chose, et t'as l'impression qu'il peut être sauvé ce mec-là, parce qu'il peut aussi la sauver. En gros, en théorie, son vœu pourrait être brisé, il pourrait la libérer. Et t'as envie qu'il le fasse, et ça se fait avec de la compassion aussi, quoi. Et c'est ça qui marche bien, c'est un peu le climat du film, c'est-à-dire que la gêne est constamment présente, elle est constamment créée, et va faire des choses qui sont horribles en public avec ses amis et ce genre de choses, et puis lui se sent de plus en plus coupable. Au début il aime bien, forcément il est amoureux d'elle, ils sont en couple et tout, il aime bien, mais en même temps il sent coupable, tu sens qu'il y a une rédemption qui est possible, et les engueulades sont géniales quoi, parce que c'est des engueulades, des moments de gêne. Si vous pensiez que de drama était gênant, là vous n'êtes pas prêt. Non mais clairement là vous n'êtes pas prêt du tout, parce que là c'est pas la gêne le vrai problème, c'est l'anticipation. De drama tu sais pas quand ça va être gênant. Là, tu sais que ça va être gênant, mais tu sais pas comment ça va être gênant. Et ça qui est bien, donc c'est beaucoup de malaise, beaucoup d'angoisse par rapport à ça, ça va arriver, tu sais pas quand, et c'est ça qui marche bien. Là où pour le coup, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas quand il va le faire, c'est ça qui est fort. Ça fait que t'es clairement agrippé à ton fauteuil et tu cherches un peu du répit, mais ça enchaîne, ça s'arrête jamais. Dès que le vœu est prononcé, c'est un enchaînement et un crescendo de choses de plus en plus horribles, et ça qui est fort, et c'est parfaitement équilibré quoi. Ça qui est bien, parce que tu dis ok ça va être un enchaînement de choses nulles, mais c'est tellement bien équilibré, et l'expérience en salle, pour le coup, est un régal quoi. C'est tellement bien écrit de ce point de vue-là, ça casse un peu les codes de la romance, ça mêle l'horreur, et t'es mal tout le long quoi. Et ça c'est super, et puis même je trouve que c'est super bien réalisé, quasiment jamais d'éclairage frontal évident sur les personnages, toujours des lumières en arrière-plan, sauf la lumière des téléphones, parce qu'en fait, les téléphones, c'est une sorte de truc qui capture l'attention des gens. Il y a une scène en voiture, j'en parlerai surtout en spoiler,
je me suis chié dessus, quoi. À cause du téléphone, à cause de la lumière que génère un téléphone et le lien qui est fait entre les lumières, l'ombre, l'obscurité, les téléphones. J'ai pas envie de spoiler, mais en fait, il y a un travail sur les ombres qui est fou, surtout sur elle. Elle est souvent dans l'ombre elle-même, elle est terrifiante quand elle est dans l'ombre. Genre, cette image-là, elle est terrifiante, quoi, juste ça. Mais en même temps, c'est une image triste. On dirait une sorte de fantôme qui pleure et tout. Donc, c'est ça le vrai travail qui est intéressant sur l'œuvre. Et c'est un boulot qui est monstrueux pour te mettre mal à l'aise, justement quand c'est peu éclairé. T'as des séquences qui devraient être normales, juste une petite maison et tout, mais vu que c'est éclairé différemment que d'habitude, ça te met pas bien, quoi. Et ça qui est bien, c'est pas en mode jumpscare, choquant et tout, ça fait beaucoup penser à des films comme Kairo, par exemple, ou même plus proche d'Hérédité, de certains points de vue, le Kairo de Hooples, je crois, en VO ou français, je sais plus, de Kurosawa, avec des mouvements de l'actrice, il y a une physicalité qui est très présente, et les arrière-plans, en fait, ils sont flippants aussi. Derrière les fenêtres, les portes, les murs, hein, vous allez voir, il y a des choses dans les décors qui sont incroyables, et le format d'image, c'est du 1,50, donc c'est très très carré, c'est claustrophobique, et ça joue beaucoup sur ça, quoi. Il fait beaucoup avec très peu, quoi. Il n'y a pas un énorme budget non plus, c'est un premier film, pour le coup, d'un gars, et quand elle ressemble à un fantôme, quand elle ressemble à une ombre, l'ombre d'elle-même, c'est génial, quoi. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle est sympa, puis elle est terrifiante, puis elle est re-sympa, puis amoureuse, puis elle refait peur, elle est possessionnelle et tout, c'est génial. Puis il faut parler de l'actrice, hein, je veux dire, Indy Navrette, elle est exceptionnelle, quoi. Genre, le choix des expressions faciales qu'elle a, elles sont uniques, elles sont rares, la manière dont elle bouge, cette physicalité va vous hanter, quoi. Pour le coup, c'est assez fou ce qu'elle arrive à faire, la manière dont elle sourit, la manière dont elle va être triste, la manière dont elle crie. Franchement, le cri, il y a plus de jumpscares sonores que visuels, j'ai envie de vous dire, et ils sont vraiment dingues. Les cris qu'elle pousse, la manière dont c'est tellement physique et viscéral, c'est génial, quoi. Et ça qui est fou, c'est que c'est pas vraiment un film à jumpscare, mais il y en a techniquement un petit peu. Mais c'est pas l'ambiance classique d'un Conjuring ou une connerie comme Okum. Pour le coup, c'est la manière dont elle surprend qui est bien. Puis ça joue sur le fait qu'à la base, elle est extravertie, elle est belle, elle est charmante, elle est dans les canons de beauté, puis elle va dégoûter, puis elle va agir, puis elle va bouger ses yeux d'une manière spécifique, et son rire, et son sourire qui va évoluer, la manière dont elle fait de la peine parce qu'elle est emprisonnée en même temps, ça va aller très très loin, surtout dans l'allégorie du viol, encore une fois, mais elle veut lui en même temps, donc c'est un faux truc, mais c'est vrai en même temps, c'est fascinant, j'en parlerai surtout en spoiler, mais ça va parler des limites de l'amour, de la solitude, de l'espace. Est-ce qu'il faut se séparer pour être bien ensemble? Est-ce que le love bombing, justement, forcer l'amour, c'est too much? L'affection un peu violente, le chantage émotionnel? Franchement, l'actrice, elle est folle, elle dégage un truc incroyable, et vous allez la voir, cette actrice. Franchement, c'est le début de sa carrière, elle va percer, elle va faire plein de trucs par la suite, parce que là, elle a vraiment géré, elle était incroyable. Et pour un premier long métrage, Cory Barker, qui est quand même un gars de YouTube, à la base, encore une fois, un YouTuber américain qui se met au cinéma, je pense que de tous les youtubeurs tout court, hein, c'est le meilleur film qui est sorti pour l'instant. Je pense de tout ce qui est sorti avec Talk to Me, avec Bring Her Back et tout, je pense que celui-ci est clairement le meilleur. Il prend les endroits les plus sûrs du quotidien, la chambre, là où tu dors avec ta copine, ça rend cet endroit mais terrifiant. La nuit, franchement, l'angoisse, comment il fait peur. Et le pire, c'est que c'est une femme, genre d'1m60, elle fait grave flipper, quoi. Mais grâce à la mise en scène, grâce à son acting, l'imagerie de l'emprisonnement, de la possession, il y a 1000 trucs à aimer dans le film. En fait, il y a 1000 trucs qui vont marquer. Il fait peur par cette ambiance qui est très pesante. Le poids des scènes, c'est mémorable et c'est ce conflit, quoi. C'est quand même une petite femme, quoi, d'1m60, qui va être terrifiante. Alors qu'en fait, lui, il pourrait la tuer, quoi, facilement. Il pourrait lui mettre une gifle ou la frapper. Non, mais il le fait pas parce qu'il a peur en même temps. Mais c'est ce qu'il voulait. Il y a tout un conflit par rapport à lui. En fait, c'est fascinant de ce point de vue-là. Et en même temps, t'as pas envie de revoir le film parce que l'expérience était dure à regarder parce que c'est un film d'horreur et ça qui est fort et impactant. Et en même temps, t'as envie de le revoir pour revivre un peu ces montagnes russes émotionnelles, visuelles, sonores. Donc c'est un vrai plaisir d'horreur, intelligent, rare pour le coup. Vous allez adorer, c'est pour l'instant l'un des meilleurs films de l'année et franchement je ne peux que vous le conseiller. Que vous aimiez ou pas les films d'horreur, je pense que ça vaut le coup. Par contre ça fait bien bader, bien flipper, ça m'a grave fait kiffer. Donc franchement je ne peux que vous conseiller Obsession, c'est une pépite. C'est clairement un film dont je vais me rappeler et j'ai envie de le revoir en salle si j'ai le temps, peut-être après Cannes, on verra bien. Mais je vous le conseille et nous maintenant on va passer en spoiler dans 3, 2, 1. C'est parti, je vais spoiler Obsession à partir de maintenant. La scène avec lui au téléphone dans la voiture est assez dingue parce qu'il est sur son téléphone comme ça, il regarde et tu sais pas ce qui va se passer. Elle pourrait venir de n'importe où parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Peut-être elle va arriver dans la voiture, elle va sortir de je sais pas où. Je m'attendais tellement à ce qu'elle surgisse de nulle part et m'a bousillé le cerveau, quoi. Tout le long, je m'attendais à ce qu'elle apparaisse, à ce qu'elle fasse peur. Je savais pas comment et d'où elle allait sortir. Et justement, la fameuse scène où elle apparaît enfin et tue l'autre meuf par pure jalousie, c'est trop satisfaisant. Alors oui, c'est flippant. Oui, tu sais que ça arrive, tu sais pas quand et comment. Ça arrive, mais la violence du truc, quand elle écrase la tête de la meuf pendant
genre plusieurs secondes, et tu vois cette violence inattendue, cette force dans cette petite femme. Encore une fois, c'est assez génial parce que tu sais pas comment ça va être fait, tu sais pas à quel point le film va aller loin. À ce stade, tu dis ok, c'est possessionnel, un peu de violence physique, mais il n'y avait pas eu beaucoup de gore pour l'instant. Et ensuite, tu vois genre les dents de la meuf avec son crâne bousillé, décédé et tout, et le timing était parfait quoi. C'était un crescendo génial, émotionnel, un peu jumpscare. Il y avait le climax de son délire incel. Il allait sortir de l'incellitude, entre guillemets. Il allait trouver une femme qu'il aimait pour qui il était, qui était là depuis le début. Et il n'a pas remarqué parce qu'il était obsédé par le canon de beauté classique, la meuf extravertie et tout. Et ses erreurs le rattrapent. Il doit vivre avec les conséquences de ses actes. Et je trouve ça assez génial. Et le truc le plus terrifiant, c'est qu'en fait, elle est éveillée. Alors oui, ses cris sont angoissants, mais elle voit tout. Elle vit tout. C'est juste qu'elle est emprisonnée. Elle est constamment violée, et je pense que c'est intéressant d'avoir une scène de sexe, parce qu'il fallait montrer qu'il y a des relations sexuelles, parce qu'elle n'est pas consentante, en réalité elle veut pas, elle est violée constamment, elle est souillée, elle est torturée, elle est emprisonnée dans le corps et dans la maison en même temps, elle préfère mourir que vivre avec ce mec, elle veut se suicider quoi. Et ça donne l'une des meilleures scènes du film, je veux dire, le mec était prêt à l'aider, à se débarrasser de cette meuf, et quand elle reprend le contrôle sur le corps en même temps, elle lui dit qu'elle préfère mourir que vivre avec lui en couple. Et le mec, là, d'un coup, redevient l'antagoniste. Tu commençais à avoir une vraie empathie pour lui en se disant « Ok, c'était un peu un con, un incel, mais vas-y, il mérite pas tout ça. » Et d'un coup, la dynamique change parce que il se dit « Non, mais en fait, tu mérites d'être avec moi. » Tu vois, il y a ce truc où il est vexé que la meuf ne veuille pas être avec lui. Et tu dis « Mais t'es vraiment un fils de pute, mec. » Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est un super twist, je trouve, par rapport à ça, parce que tu commençais vraiment à être de son côté. Et d'un coup, tu dis « Mais en fait, mec, t'es vraiment un connard, vas-y, va te faire casser la gueule, va te faire je sais pas quoi, buter ou un truc comme ça. » Donc je pense que c'est une scène qui est géniale, le fait qu'il soit vexé, que cette dynamique change comme ça, et surtout d'un coup t'en as plus rien à foutre pour lui. Alors t'as pas envie qu'il meure non plus, mais ça change un truc qui est vraiment bien. Et même il y a tellement de petites scènes, le fait qu'ils aient pris le symbole de son amour, c'est son chat quoi, voilà, le chat qui est cuisiné, le mémorial, le truc qui est sorti de la poubelle et tout, elle qui est enfermée, elle se pisse dessus, c'est tellement horrible, mais en même temps, c'est ce que le mec lui a fait, quoi. Donc d'un côté, tu peux pas non plus détester 100% ce qu'elle fait, parce que c'est un moyen pour elle de combattre ce mec qui lui fait du mal, qui l'a emprisonné. Et ça qui est fort, c'est qu'à l'intérieur, il y a une personne qui ressort de temps en temps, et tu sais jamais quand elle va sortir. Et dès que ce personnage-là sort, la vraie personne à l'intérieur, c'est toujours des séquences qui sont horribles, qui sont dures à regarder. Et en fait, c'est génial, quoi, comme idée. Je trouve que c'est tellement bien fait. De ce point de vue-là, t'as une super scène finale avec elle qui est terrifiante, avec elle qui fait ce vœu aussi. Elle a fait le même vœu que lui, voilà, qu'il soit amoureux d'elle éternellement, mais forcément il s'est suicidé avant, ça annule un peu les deux vœux, ils meurent tous les deux un peu en même temps. C'est génial de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment bien géré, et en même temps, bah, t'étais à un moment où ils étaient deux possédés, quoi. Et pendant un petit moment, pendant genre une seconde, il y avait un amour passionnel entre les deux, qui était un peu faux parce que c'est un vœu, mais un peu pur, et il y avait un petit truc. Genre peut-être eux ne pouvaient pas être ensemble, mais peut-être leur version en mode vœu des deux aurait pu être ensemble. C'est un peu particulier et c'est assez intéressant, mais le décor est génial. Genre la femme, pour le coup, souillée, à poil, torturée, tatouée, c'est refait le tatouage sur le cœur, le visage brisé. En fait, tu sais pas à quel point le film sera gore, et la scène de fin est bien gore, et en même temps, bah, ça parle un peu de cette femme, c'est ça l'allégorie, de cette femme qui a été complètement dépouillée d'elle-même, quoi. Elle a plus son visage, elle a plus son corps, sexuellement, elle a plus rien, tu vois, elle a été vraiment en fait le symbole de ce que cette femme vit, mais elle n'a pas encore été aussi maltraitée physiquement, quoi. Donc elle s'est acharnée parce que c'est ce qu'elle vit, quoi. Ça qui est intéressant et ça qui est fort. Et en même temps, c'est aussi un film un peu sur l'amitié, parce que ce mec-là, qui est son meilleur ami, ne lui a pas dit la vérité. Genre, il sait très bien que son ami est amoureux de cette femme, mais lui à côté, il couchait avec elle, quoi. Est-ce que c'est vrai? On sait pas trop, en réalité. Enfin, au début, on sait pas trop. Après, il avoue, si j'ai pas de bêtises, si ma mémoire est bonne, j'ai vu le film la semaine dernière. Mais en même temps, ça qui est intéressant, c'est que lui, littéralement, il aurait pu dire à ce mec, non mais mec, elle t'aime pas, elle est avec moi. Voilà, on couche ensemble, on se voit, on est ensemble. Alors oui, c'est peut-être pas relationnel et tout, mais s'il disait ça, tout aurait changé, quoi. Et il serait pas allé dans cette direction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi un film sur l'amitié, sur la confiance qui est trahie, la loyauté et tout. Et d'ailleurs, il est repuni par rapport à ça, car lorsque son meilleur ami vient lui voir en lui demandant un service, genre un vœu, il prend pas au sérieux. Alors que son ami était clairement en détresse, lui demandait de l'aide, lui demande 1 milliard de dollars, et voilà, il est puni, il est mort par rapport à ça. En fait, c'est ça aussi, c'est l'amitié, la trahison et tout. Et encore une fois, en termes d'éclairage, j'aime beaucoup, quoi. On voit jamais, quasiment pas les visages, c'est que des lampes, un éclairage comme ça, très minimaliste. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que ça marche bien, quoi. Il y a plein de scènes incroyables, je vais évidemment pas toutes les faire, hein. La soirée, elle est folle. L'angoisse et le malaise qu'elle crée dans la salle pendant la soirée, son rire qui est inquiétant, la folie, le visage qui est là quand son mec doit embrasser quelqu'un d'autre, le livre qu'elle écrit qui raconte un peu sa lutte interne, c'est une sorte de Hansel et Gretel,
inceste, c'est une œuvre modifiée comme un peu le film, genre les codes de la romance en horreur, ça fait très conte de Grimm pour le coup comme film, mais c'est une gêne qu'on a un peu tous vécu, tu sais, à une soirée, il y avait toujours ce couple, ça se passait mal, il y avait un truc qui clochait quoi, ça c'est hyper fascinant et j'ai beaucoup aimé, et pour moi ce qui est bien c'est toute cette séquence où t'es tellement mal à l'aise et t'as envie que ça s'arrête quoi, mais ça qui est fort, et en même temps les séquences, la nuit dans le lit, oh là là, horrible, horrible, il n'y a rien qui va de ce point de vue-là, tout était hyper stressant, tout était hyper angoissant, je veux dire, c'est un moment normalement où tu es censé être au calme, quoi. Tu es censé te dire, ok, je dors avec l'amour de ma vie, ça se passe bien, mais non, c'est l'amour de la vie, le problème. C'est littéralement ce mec-là, il sait qu'il a déconné, il sait qu'il peut vraiment se faire balader, il peut vraiment flipper toute la nuit, elle qui court dans l'énorme chambre et tout, comme une sorte de fantôme, c'est flippant, tu sais pas d'où elle va sortir, elle a une affection qui est violente, lorsqu'elle change de personnalité d'un coup comme ça, genre elle est inquiétante, flippante et gueule, et d'un coup elle est toute mignonne et tout, elle est imprévisible et ça donne un truc qui est vraiment fort et badant, et chaque nuit était cauchemardesque quoi. Chaque nuit, il avait peur qu'elle se réveille, qu'elle fasse des trucs et tout, et ça crée une angoisse où tu dis ok, le mec va se coucher, il va se passer un truc, et je trouve que ça en termes d'histoire, en termes de scénario, c'est vraiment bien fait, c'est réussi. Donc franchement, ça crée un super stress que j'ai beaucoup aimé. Et j'aime bien que la mythologie des vœux soit pas vraiment explorée. On s'en fout un petit peu quoi. Je veux dire, c'est des vœux, il y a une sorte de diable, de faux téléphone, il y a une sorte de pseudo-explication sur les vœux vite fait, mais c'est vite fait quoi. Tu sais, ils sont pas allés dans le détail et tout, c'est juste cool. Ok, c'est un truc dans l'univers, ça existe, la mythologie des vœux, on s'en fiche. Mais on en parle un petit peu quand même, donc je trouve que c'est un bon équilibre. Ça parle de plein de trucs sérieux sur le couple, sur la vie, sur ses incels et tout, donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Je ne peux que vous le conseiller pour ceux qui l'ont toujours pas vu. Je sais pas pourquoi regarder une partie avec spoiler si vous l'avez pas vu, mais il y a des gens qui aiment bien apparemment. Donc allez le voir. Dites-moi ce que vous en avez pensé de tous ces films dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.